Bonjour à tous. Je vous propose qu'on commence. Je crois qu'il est l'heure. Je vérifie. Héloïse, c'est bon pour toi? Juliette Oricos, donc je suis la directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Je vous remercie de vous être manifesté comme étant intéressé par ce premier webinaire. Comme Héloïse Thibault, donc de l'équipe, vous le rappelez, on vous remercie de couper votre micro lorsque vous n'intervenez pas. Bien entendu, il y aura une session de questions-réponses à l'issue des présentations. Donc, on vous invite à formuler vos questions au fil de l'eau dans l'outil de messagerie de Zoom, que je pense que vous connaissez tous bien maintenant. Et l'équipe en fera la synthèse. Ça nous permettra de gérer ça de manière plus fluide. Bien évidemment, s'il y avait une demande de prise de parole, on fera au mieux pour la satisfaire, mais on vous propose de réguler ça comme ça. Et enfin, comme vous pouvez voir, nous avons prévu, et puis comme c'était annoncé, d'enregistrer cette séance, puisqu'il y a un certain nombre de personnes intéressées qui malheureusement ne pouvaient pas se libérer à 11 h. Donc, on leur mettra à disposition la vidéo de ce webinaire. Voilà. Donc, si jamais vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez bien sûr couper votre vidéo. Du coup, ces petits propos liminaires faits, bienvenue dans le programme Petite Ville de demain pour les collectivités concernées. On est vraiment très heureux d'avoir l'occasion d'échanger directement avec vous, même si on a bien sûr hâte de pouvoir reprendre les déplacements et pouvoir venir vous rencontrer. Donc le programme, comme vous le savez, a été lancé le 1er octobre dernier par la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, et le secrétaire d'État aux ruralités, Joël Giraud. Et à l'occasion du comité interministériel aux ruralités le 14 novembre dernier, les petites villes de demain… Yann, il n'est pas avec toi par hasard? Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert, mais ça va se résoudre peut-être. Héloïse, tu peux couper le micro de la personne concernée? Oui, c'est fait. Merci. Donc, les petites villes de demain de Centre-Val de Loire, de PACA et de l'île de la Réunion ont déjà été communiquées. Et l'ensemble des petites villes de demain des autres régions et territoires ultramarins seront communiquées d'ici la fin de l'année. Voilà, donc on est en période à la fois de lancement, de mise en œuvre opérationnelle pour certains territoires et encore de sélection pour d'autres. On est encore dans un entre-deux dont on va vite sortir d'ici la fin de l'année. Bon, voilà, vous connaissez ça par cœur, hein. C'est un programme qui s'adresse aux villes de moins de 20 000 habitants faisant fonction de centralité et qui vise à donner plus de moyens aux élus pour mener à bien leurs projets de revitalisation. Les préfets de département sont vraiment vos interlocuteurs. L'idée étant que ce sont à la fois les préfets et les délégués territoriaux de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ils ont autour d'eux les services de l'État, l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés, et ce sont vraiment eux qui seront à vos côtés tout au long du projet. Nous, au niveau national, au niveau de la petite équipe de direction de programme, on est aux côtés des préfets pour leur donner les outils pour mener ces chantiers. Et on va animer un certain nombre d'activités dans le cadre du club Petite Ville de demain dont on reparlera. Et c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Voilà, donc c'est vraiment en complément des échanges que vous pouvez avoir avec les services de l'État dans les départements. Et donc cette semaine, nous allons dérouler 3 webinaires. Aujourd'hui, en ce moment, c'est le premier sur un panorama général de l'offre de services. Cet après-midi, on se retrouvera pour parler des mesures de soutien d'urgence au commerce et jeudi pour parler de chef de projet. Donc peut-être très rapidement pour vous dérouler l'ordre dans lequel nous avons prévu d'aborder les différents sujets lors de ce webinaire. Le programme il est découpé en 3 piliers. Donc, c'est la diapo suivante que vous connaissez bien. Donc, l'apport en ingénierie, le club que j'évoquais et le soutien thématique. Donc, de manière pas très créative, on va suivre ces 3 piliers en fait dans ce webinaire. Donc, c'est dans une logique, puisque vous avez bien compris, ce programme est un programme cousu humain. On va partir des projets de territoire. Pour autant, il y a un certain nombre de leviers lors de la conception du programme et basé sur les retours d'expérience, que ce soit de politique nationale comme l'AMI Centre-Bourg, de politique locale, puisqu'il y a un certain nombre de conseils régionaux et conseils départementaux qui ont mené des politiques de revitalisation des centres-bourgs, ou encore de retours d'expérience d'autres programmes comme le programme Action Cœur de Ville. Il y a un certain nombre de leviers qu'on a identifiés en amont, qu'on a mis en œuvre dans le programme. Et bien entendu, ce programme va s'enrichir
en fonction de vos attentes, des projets que vous allez souhaiter porter. Et tout au long du programme, cette boîte à outils va se compléter en fonction de vos projets. Et dernier point, avant d'engager sur le fond, c'est un programme qui est partenarial. On a au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous sommes en charge du pilotage de ce programme qui mobilise des partenaires financeurs qui vont intervenir aujourd'hui, donc différents ministères. Alors tous n'interviendront pas, ils sont très nombreux. Donc on aura le ministère de la Culture, de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui participeront. On a également la Banque des territoires, l'ANA et le CEREMA qui sont présents aujourd'hui, l'ADEME qui interviendra dans d'autres webinaires, plusieurs associations d'élus, au premier rang desquelles l'Association des petites villes de France, et puis une trentaine de partenaires associatifs, institutionnels qui se mobilisent à nos côtés pour vous apporter les outils les plus utiles pour le développement de vos territoires. Donc, je vous propose qu'on engage la première présentation, le premier temps de présentation et d'échange sur l'ingénierie. Et je vais céder la parole à Emmanuel Lebris, qui est chef de projet dans l'équipe. Bonjour à tous. Comme l'a évoqué Juliette, le soutien à l'ingénierie est l'un des 3 piliers du programme Petites villes de demain, fortement attendu par les collectivités. Il se compose de différentes modalités d'intervention que l'on va essayer d'illustrer aujourd'hui sans toutefois être exhaustif. Donc, ce pilier mobilise l'action de nombreux partenaires, comme les acteurs locaux de l'ingénierie. On peut citer les agences d'urbanisme ou les conseils en architecture, urbanisme et environnement. Et il apporte également un soutien financier supplémentaire que l'on va donc vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord, Héloïse, si tu veux bien passer sur la slide suivante, s'il te plaît. Autant pour moi. La bonne slide arrive dans une seconde. Pas de souci. Tout d'abord, le cofinancement de postes de chef de projet. Donc, les partenaires financeurs sont fortement mobilisés pour appuyer le cofinancement de postes à hauteur de 75%. Comme l'a dit Juliette Auricoste, nous y reviendrons de façon plus détaillée dans le cadre d'un webinaire qui aura lieu donc jeudi de 16h à 17h. Donc, si vous n'y êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire. Donc, ces chefs de projet seront mutualisés entre plusieurs petites villes en fonction notamment des échanges qui auront pu avoir lieu entre la commune, le PCI et le préfet de département. C'est bien ce dernier qui sera le point d'entrée unique et qui veillera à l'articulation des financements locaux puisqu'ils seront effectivement à sa main. Quelques mots sur le cofinancement de poste et sur les différents partenaires financeurs. Nous avons donc le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, la Banque des territoires et l'ANA. Et en Outre-mer interviendront le ministère des Outre-mer et l'Agence française de développement. Certaines collectivités territoriales largement investies auprès des centres-bourgs, des petites villes et autres centralités pourront également intervenir selon les territoires, comme les conseils régionaux ou départementaux. Donc, je vais donner maintenant de la parole à Michel François pour qu'il puisse, à Franck Chéniaud, qui le remplace au pied levé, pour qu'il revienne sur l'intervention inédite de la Banque des territoires dans ce cadre, pour ensuite laisser la parole à Johan Sandler, qui précisera brièvement les modalités d'intervention de l'ANA dans ce cadre. Franck, c'est à toi. Oui, alors pour être tout à fait bien sûr de là où tu m'attends, on continue sur les chefs de projet là. Oui, brièvement. D'accord. Oui, donc effectivement, je vous prie d'excuser Michel François Delannoy que je vais tenter de remplacer du mieux que je peux. Donc moi, je suis Franck Chéniaud, je suis le coordonnateur du programme Petites Villes de demain pour la Banque des territoires, donc de la Caisse des dépôts. Alors effectivement, sur les 200 millions d'euros que la Caisse des dépôts a prévu de dédier à l'ingénierie du programme Petites Villes de demain, on a une enveloppe de 45 millions d'euros qui sont dédiés spécifiquement au financement des chefs de projet et que nous avons confié à l'ANCT, puisqu'il nous a semblé que le plus simple, c'était qu'effectivement, ce soit autour de l'ANCT que s'articulent les différents cofinancements de ces postes. Nous, notre cofinancement, il pourra aller à hauteur de 25% d'un certain nombre de postes qui seront mis en place. Ce à quoi on va être particulièrement attaché, c'est, je dirais, la compatibilité du poste avec la fiche de poste de référence du programme, hein, puisqu'il y a eu un travail préalable sur cette fiche de poste. Et le fait qu'on soit bien sur un poste qui est dédié
entièrement au pilotage du programme. Et donc, on sera pas favorable à ce que nos cofinancements aillent sur des petits bouts de poste qui seront portés par quelqu'un qui fait déjà une foultitude d'autres choses. On a le pressentiment que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner d'une manière optimale. Donc, nous, un critère fort pour nous, c'est vraiment que le poste soit entièrement dédié à cette fonction de chef de projet Petite Ville de demain. Voilà, un taux d'intervention assez systématique. Hein, on est sur quelque chose d'un peu forfaitaire, hein, de 25% du coût du poste. Très bien. Merci Franck. Johan, est-ce que peux-tu dire 2 mots sur l'intervention de l'ANA, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, l'ANA va intervenir en financement, cofinancement des postes de chef de projet. Dès lors, effectivement, que la collectivité sera déjà engagée dans une démarche d'OPAERU ou qu'elle souhaitera s'y engager, avec un financement de 50% maximum, effectivement, du coût de ce chef de projet, capé donc à 80 000 euros, donc un financement maximal de 40 000 euros par an, avec une annualité donc, du financement et donc une décomposition de financement, 1 an en phase préopérationnelle au lancement de l'OPAERU, 5 ans en phase opérationnelle de l'OPAERU et 1 an pour l'évaluation de cette OPAERU dans la perspective peut-être d'en développer une nouvelle. Voilà. Et donc nous restons finalement sur le mode de financement de notre droit commun. Pardon, Emmanuel. Merci, Johan. Vous l'avez compris, il y aura la possibilité de mobiliser plusieurs financements. L'idée étant que vous puissiez cofinancer les postes à hauteur de 75%. Et c'est bien le préfet de département qui veillera à l'articulation de ces différents fonds. Nous avons ensuite dans ce pilier ingénierie l'apport de cofinancement pour les diagnostics et les études pour affiner les projets de revitalisation. Une nouvelle fois, je redonne la parole à Franck de la Banque des Territoires et à Johan pour préciser un petit peu les modalités d'appui sur les diagnostics et les études, donc qui seront aussi assez complémentaires d'ailleurs avec le troisième point sur lequel on reviendra, à savoir l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et on y reviendra. Je t'en prie, Franck. Merci, Emmanuel. Oui, donc toujours sur cette enveloppe de 200 millions d'euros, on a une poche de 85 millions d'euros que nous destinons à des cofinancements. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cofinancement? Ça veut dire que nous, on apporterait 50% du financement de l'étude ou de l'ingénierie en question et qu'il faut trouver d'autres cofinanceurs, pour le coup, pour les 50% restants. Alors, c'est une modalité d'intervention qui, pour nous, est très souple. Hein. Vraiment, il s'agit d'appuyer les collectivités dans la réalisation d'études dont elles ont réalisé, dont elles ont exprimé un cahier des charges, en fait. Hein. Donc, on va soutenir la maîtrise d'ouvrage d'une étude par une collectivité. Donc, en fait, vous comprenez qu'on peut pratiquement tout financer. Il n'y a pas vraiment de thématique très, très restrictive sur ces notions de cofinancement. On peut presque, je mets le presque quand même, parce qu'il y a des choses très, très, on va dire très, très internes, très, très récurrentes, très, très proches du fonctionnement, dont on ne souhaite pas assurer le cofinancement. Par exemple, si on parle d'organisation des ressources humaines ou de communication institutionnelle ou de maîtrise d'œuvre sur des travaux de voirie courants, etc. Évidemment, ce n'est pas ça qu'on cible. Et puis, bien sûr, il y aura un point de vigilance particulier, hein, c'est que toute étude ou toute ingénierie qui viserait à déplacer un équipement ou un service depuis le centre vers la périphérie ne serait évidemment pas éligible à nos cofinancements. C'est une évidence, mais je pense qu'il vaut mieux le rappeler quand même. Et bien entendu, tout le reste est tout à fait éligible. Hein. Donc, on va être sur de l'ingénierie qu'on appelle à la fois stratégique et préopérationnelle. Stratégique, c'est tout ce qui est élaboration du projet global, sa programmation, sa traduction en plan d'action. Et tout ce qui est préopérationnel, on va trouver des choses un peu plus précises dans l'action, comme des schémas, des plans de déplacement, des plans de mise en valeur touristique, voilà, ou même des sujets d'identification et de déploiement de solutions innovantes. Hein. C'est quelque chose aussi qu'on peut tout à fait prendre en charge sur les cofinancements.
Nous, on a souhaité les déployer un peu différemment de ce qu'on a fait pour les chefs de projet, en s'appuyant plus particulièrement sur les régions et les départements, partout où il y avait effectivement des dispositifs préexistants, hein, puisque on avait aussi une antériorité dans les relations, donc on a souhaité prolonger. Donc on s'adosse au maximum aux dispositifs existants pour mettre en œuvre ces cofinancements. Donc voilà, ce déploiement est en cours et sera tout à fait opérationnel en début d'année qui vient. Très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur les cofinancements à 50% pour l'instant. Merci Franck. Johan, peux-tu illustrer en 2 mots l'intervention de l'ANA sur ce point? Tout à fait. Donc, l'ANA intervient toujours dans le giron à des opérations programmées complètes, notamment donc de l'OPARU. Elle peut donc financer pour ce faire des études à hauteur de 50% avec un plafond de 200 000 €, études préalables et préopérationnelles à la mise en œuvre effectivement de l'OPARU. Et in fine, lorsque l'OPARU est en cours, il va y avoir localement une équipe de suivi animation de cette opération programmée. Et là, annuellement, il y a une possibilité de financement jusqu'à hauteur de 50% du coût de cette équipe de suivi animation avec un plafond à 250 000 €. Voilà, nous restons donc dans le giron de notre droit commun OPARU. Très bien. Merci Johan. Donc, pour mettre en place un certain nombre d'études et de diagnostics, il est parfois nécessaire d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et pour cela, les 3 partenaires ici présents proposent leur intervention sur des champs divers, comme l'a évoqué Franck, ou plus spécifiques, comme l'a évoqué Johan. Donc, vous retrouvez d'ailleurs dans le catalogue de l'offre de service dont vous trouverez une nouvelle version actualisée dans la semaine. Elle est en cours d'enrichissement actuellement. Donc, il y a notamment dans cette offre de service différentes fiches, dont celle de la Banque des Territoires qui s'intitule « Bénéficier d'expertise thématique ou d'un accompagnement méthodologique pour mettre en œuvre des projets ». Est-ce que Franck, tu peux nous en dire un petit peu plus avant que je laisse la parole ensuite à Johan, puis à Raphaël du CEREMA? Oui, Emmanuel, alors comme j'ai parfois des petits défauts là dans le son, tu me confirmes qu'on parle bien de ce que nous on appelle les marchés à bon de commande, là, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, ok. Oui, donc effectivement, dans notre dans notre offre finalement d'appui au programme Petite Ville de demain, on a prévu que 50 millions d'euros sur les 200 pouvaient être attribués donc à des appuis, à des assistances à maîtrise d'ouvrage, donc ce que nous on appelle ce que nous on met sous le vocable de marché à bon de commande. Pourquoi? Parce que en fait, ce sont des interventions que cette fois nous allons prendre en charge à 100%. Hein, donc nous prenons l'intégralité du coût de ces interventions, contrairement à tout à l'heure où on parlait d'interventions qui étaient financées à 50%. Et donc, ça a plusieurs implications. Hein. D'abord, c'est qu'on ne le fait que quand effectivement il y a une raison pour laquelle on ne peut pas mettre en place un cofinancement. Alors, cette raison, un cofinancement, ça suppose un cahier des charges écrit par la collectivité, la passation d'un marché, une maîtrise d'ouvrage de l'étude par la collectivité porteuse. Voilà. Parfois, les conditions ne sont pas réunies pour que la collectivité puisse le faire. Il y a des situations d'urgence, il y a des situations peut-être de difficultés financières ou d'obstacles à lever pour pouvoir bien établir le besoin auquel on souhaite répondre, difficultés à piloter, enfin voilà. Peu importe la raison, mais il y a une raison qui fait qu'on ne peut pas mettre en place un cofinancement. Dans ce cas-là, on peut avoir recours à ce dispositif d'appui, mais puisqu'il est pris à 100% par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, donc en fait, c'est géré directement par nous et on est à ce moment-là maîtrise d'ouvrage de l'étude. Hein. C'est-à-dire que c'est nous qui choisissons le prestataire qui va intervenir pour le réaliser. Alors c'est un système qui existe déjà, hein, qu'on amplifie très fortement dans le cadre de Petite Ville de demain, mais il y avait déjà ce type d'intervention à la Banque des Territoires précédemment. J'ai entendu tout à l'heure rapidement que la communauté de l'Arbrel était présente. Et si j'ai bonne mémoire, dans d'autres circonstances, elle avait pu bénéficier de ce type d'appui, mais elle n'est certainement pas la seule aujourd'hui.
on a 4 grandes catégories d'interventions qui vont être mises en place dans ce dispositif. La première, c'est une assistance renforcée au management de projet. J'en dirai pas beaucoup plus parce que ça, c'est quand même plutôt que nous allons proposer là où nous aurons, avec nos partenaires, peut-être on ressentira le besoin d'apporter un renforcement sur ce volet-là. Ensuite, on va retrouver des appuis qui vont être un peu sur les mêmes thématiques, mais vous l'avez bien compris, ce seront les vôtres. Donc, tout ce qui va concerner l'appui à la conception globale du projet de revitalisation. Donc, poser des diagnostics, élaborer une stratégie, parfois poser une programmation urbaine, aller vers la rédaction d'un plan guide pour la redynamisation de la petite centralité, ou plus spécifiquement avoir des actions de redynamisation du commerce, un plan de revitalisation, etc., etc. Donc, tout ce qui va être plutôt sur la conception. On va pouvoir intervenir sur des analyses sur le volet plutôt foncier et immobilier. Donc, comment construire une stratégie vraiment foncière pour repérer où sont les espaces à maîtriser. Tout ce qui va être autour de l'analyse bâtimentaire et architecturale. Parfois, on a besoin d'avoir très vite une vision un peu technique des choses, même si on n'a pas de projet très défini. On a besoin de savoir si le bâtiment qu'on vise est encore viable, est-ce qu'il est mutable, est-ce qu'on peut le transformer, est-ce qu'on peut lui adjoindre un certain nombre de choses. Donc ça, ce type d'approche un peu rapide en amont de projet, ça fera partie des choses qu'on pourra prendre en charge. Et puis tout ce qui va tourner autour de la structuration des moyens, c'est-à-dire quel type de montage pour tel projet, quel type de gestion, est-ce qu'il faut internaliser, externaliser, est-ce qu'on peut faire des montages qui mobilisent des opérateurs privés, qui permettent de mettre en place des SEM. Enfin voilà, toutes ces analyses-là sont des choses aussi qu'on pourra prendre en charge. Alors, ce type de prise en charge à 100%, ça implique quand même que c'est des formats d'intervention qui sont forfaitaires, hein, vous l'avez compris, ce n'est pas du sur-mesure comme le cofinancement où la collectivité pourra produire son propre cahier des charges. Là, nous, on aura préformaté des missions, donc il y aura aussi les limites de ce préformatage, hein. Mais c'est des missions qui peuvent être dans différents formats, qui vont, ce qu'on appelle un peu flash, c'est à 5 jours d'intervention, jusqu'à 25, qui sont des missions un peu plus moyennes de soutien un peu plus fort, quoi. Voilà, donc ça, ce sera la disposition par laquelle on pourra intervenir en assistance à la maîtrise d'ouvrage via des marchés à bon de commande, alors qu'ils sont, eux, mobilisés. Donc là, vous l'avez compris, c'est nous qui sommes vraiment gestionnaires en direct de cette offre-là. Par contre, elle pourra être sollicitée par l'ensemble des partenaires. Le point d'entrée étant notre direction, enfin le point de passage en tout cas des demandes étant notre direction régionale, puisque nous on souhaitera qu'il y ait quand même un regard un peu local sur l'opportunité de lancer ou pas ce type d'études. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail du fonctionnement qui est d'ailleurs aussi en train de s'élaborer et j'espère que ça a été clair pour vous. Merci. Je te rends la parole, Emmanuel. Merci Franck. Johan, peux-tu donner un peu plus d'éléments sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage que peut apporter l'ANA dans la réalisation des études préopérationnelles et des missions opérationnelles? Oui, tout à fait. Donc, l'ANA Finance, alors là, par contre, voilà, nous ne sommes pas dans le même cadre que nos amis de la Banque des Territoires. Voilà, donc nous finançons des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ad hoc qui sont donc complètement externalisées voilà, d'ANA et donc sur lesquelles, effectivement, les collectivités ont le choix du prestataire. Ce sont des missions, on va dire, qui peuvent recouvrir de grandes catégories d'intervention. D'une part, l'appui aux collectivités et des Je crois qu'on a perdu Johan. Je vais, en attendant qu'il se reconnecte ou qu'on le retrouve, passer la parole à Raphaël Rateau du CEREMA, qui apporte également son appui sur mesure aux collectivités. Est-ce que tu peux nous évoquer les champs d'intervention sur lesquels votre offre peut être mobilisée? Oui, bonjour à tous. Donc, je prends la parole au risque de couper la parole à Johan s'il nous rejoint, mais
on verra comment il arrive à se reconnecter. Le CEREMA, j'imagine un bon nombre d'entre vous connaissent. C'est un expert public de référence dans ces différents domaines de compétences et notamment sur les champs de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Donc, le CEREMA est présent pour appuyer les politiques publiques dans ces champs d'intervention. Et donc, plus particulièrement, on peut citer les bâtiments, les mobilités, l'aménagement durable, l'environnement, les risques, les infrastructures et le transport, enfin, pour ne citer que quelques-uns des champs d'intervention du CEREMA. Et donc, dans le cadre du programme Petites Villes de demain, le CEREMA propose aux territoires donc, de mettre à leur service justement ces compétences et ces expertises. Donc, on propose 2 types de missions qui se feraient soit sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc là, on rentre pleinement dans le chapitre, mais également sous la forme d'expertise flash. Voilà, donc les expertises flash se feraient donc, sur les différentes thématiques, hein, donc j'en ai cité quelques-unes, et l'AMO, ça serait plutôt des types de missions, on va dire, à finalité plus globale, c'est-à-dire de l'accompagnement dans la conception, la construction de projets de territoire, avec bien évidemment en amont une phase de diagnostic, d'identification des enjeux. Et donc, pour cela, le CEREMA a la grande chance d'avoir un réseau de direction territoriale. Donc, on peut effectivement être assez proche des territoires, puisqu'on a 8 directions territoriales qui pourraient œuvrer donc, au bénéfice des territoires. Alors, peut-être une dernière, quelques précisions sur les modalités financières, puisqu'elles ont été évoquées également par les autres partenaires du programme. Donc, le CEREMA propose en fait une prise en charge à hauteur de 50% du coût de la mission, avec en plus en amont la possibilité de bénéficier de 3 à 5 jours de gratuité, pour 3 à 5 jours d'intervention de gratuité en amont de la mission. Et donc, une fois que la mission est engagée, au-delà des 3 à 5 jours, donc 50% prise en charge par le CEREMA et 50% prise en charge par la NCT et pour partie également par la collectivité locale ou d'autres partenaires concernés par la mission. Et donc là, la porte d'entrée, c'est le délégué territorial de la NCT, mais également, donc, on va faire en sorte avec l'équipe ANCT nationale de mettre à disposition une liste en fait, de référents territoriaux, donc dans chaque direction territoriale, qui serait également la porte d'entrée pour exprimer vos besoins d'intervention en la matière. Très bien. Merci Raphaël. Et un dernier point qu'on voulait évoquer dans le cadre du pilier dédié au soutien à l'ingénierie, c'est que en lien avec les services déconcentrés, on propose aussi un certain nombre de temps d'information et de sensibilisation. Donc, je te propose, Raphaël, de reprendre rapidement la parole pour évoquer ces 2 volets dont les contenus seront travaillés en fonction des besoins qui seront recensés par les collectivités. Oui. Autrement dit, ce sera vraiment adapté aux besoins exprimés dans chacun des territoires. Oui, tout à fait, Emmanuel. Je reprends à mon compte cette très bonne transition. L'objectif du CEREMA, donc pour la construction en fait, de ce qu'on appelle le parcours de formation, et n'est pas de proposer, on va dire, une offre standard à l'ensemble du territoire métropolitain, mais au contraire de co-construire avec les partenaires locaux en fonction des besoins qui sont exprimés donc, localement par les territoires, un parcours le plus adapté possible donc, à ces besoins. Donc, on propose en fait plusieurs phases. Alors, je fais une petite parenthèse. La première phase, on va dire introductive, était prévue, pour ceux qui ont déjà lu les mesures du catalogue, était prévue en présentiel. En raison du calendrier, comme cette première phase a lieu dès janvier 2021, nous avons opté avec l'ANCT pour un format, j'allais dire malheureusement, mais en distanciel. Donc, d'où cette première webinaire qui sera proposée donc à l'échelle régionale, en revanche,
donc qui sera co-construite à l'échelle régionale et qui vise à sensibiliser aux grands enjeux de la revitalisation, avec un programme qui sera agrémenté d'interventions évidemment d'experts, chercheurs, de retours d'expérience, de témoignages à la fois de chefs de projet et évidemment d'élus qui seraient intéressants en fait dont leur expérience serait intéressante à valoriser et à capitaliser. Ensuite, une partie introductive, évidemment, pour mémoire sur la présentation en fait, du programme tel qu'il est décliné à l'échelle régionale. Et ensuite, après ces webinaires régionaux, on aurait une proposition à la carte de webinaires nationaux sur des thématiques qui seraient ciblées. Je reviens sur les thématiques déjà citées précédemment, par exemple les mobilités, la revitalisation économique et commerciale en centre-ville, la valorisation de l'habitat et des espaces publics. Enfin, voilà, donc tout un ensemble de thématiques pourraient être proposées à la carte et qui seraient sur des formats assez courts et qui donneraient lieu à des approfondissements dans le parcours des modules de formation qui serait, lui, réalisé, on l'espère, on croise les doigts, en présentiel à partir de mai-juin 2021. Et donc, simplement pour conclure, ce parcours de formation, les modalités, les outils qui seront mis en place ont vraiment une optique collaborative. Donc, on proposera à la fois des ateliers, des mises en situation, l'utilisation d'un outil Urbax que peut-être certains d'entre vous connaissent, également évidemment des témoignages, des retours d'expérience, avec comme finalité de partir de la construction du projet de territoire et arriver à sa mise en œuvre opérationnelle. Et enfin, pour terminer, en fonction également des besoins exprimés par les territoires, on pourra également proposer des modules vraiment thématiques spécifiques, également en présentiel. Très bien. Merci Raphaël. La transition était toute trouvée avec le second pilier du programme, mais Johan Sandler de l'ANAS vient de se reconnecter. Si tu peux du coup rapidement terminer ton intervention avant de parler du club du programme. Merci. Je termine rapidement, je ne remets pas ma vidéo, je vous prie de vous en excuser. Assistance à maîtrise d'ouvrage, donc comme je vous le disais, de grands volets, la formalisation des cahiers des charges de consultation des équipes qui vont mettre en œuvre notamment les études préalables, les études préopérationnelles, et ensuite également un soutien possible en AMO dans le cadre des missions opérationnelles, et notamment lorsqu'il y a un volet plus coercitif qui est développé dans l'OPARU, eh bien, c'est effectivement d'avoir un accompagnement sur toutes les missions géométriques, plus techniques, d'analyse structurelle, par exemple, des immeubles. Voilà, pour formaliser finalement des volets coercitifs dans les OPARU qui soient des volets techniquement et financièrement fiable. Donc, effectivement, une assistance à maîtrise d'ouvrage, voilà, qui pourra être variable selon effectivement la nature des collectivités et dans le temps et le temps de l'opération programmée. Voilà. Très bien. Merci, merci Johan d'avoir été aussi synthétique. Je relaisse la main à... Merci Emmanuel, merci à tous. Ce qu'on vous propose, comme il y a beaucoup de questions, et merci de votre dynamisme sur le chat, on va juste faire une petite séance de questions-réponses spécifiques ingénierie pour peut-être pas tout mélanger, parce qu'ensuite on va passer à d'autres sujets un peu différents. Donc en tentative de synthèse, il y a plusieurs questions qui sont liées spécifiquement à la question des chefs de projet. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais y répondre de manière un peu rapide et globale. J'espère quand même que vous trouverez les réponses à vos questions. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous envoyer le mail et on y répondra lors de la réunion jeudi. Comme ça nous permettra d'être plus précis. Et également, on va regarder, mais je pense que les questions et les réponses, on les tracera dans le support de présentation qu'on vous adressera à l'issue, en même temps que la vidéo de cette séquence. Comme ça, si jamais voilà, y a des réponses sur lesquelles on a besoin juste de vérifier ou de vous donner des points de contact, ça sera plus simple de le faire par écrit. Alors, sur les chefs de projet, il y avait plusieurs questions. En gros, de manière générale, comme le disait Emmanuel Lebris en introduction de la partie sur le pilier ingénierie, ce qu'il faut retenir, si je peux me permettre, en très résumé, c'est qu'il y a un financement de chef de projet à hauteur de 75%.
avec un point d'entrée préfet de département. Derrière, ce financement, il va mobiliser de nombreux leviers de financement. Vous avez eu les précisions sur les doctrines d'utilisation et les attentes particulières de deux financeurs très importants que sont l'ANA et la Banque des territoires. Il y a également l'agence, l'ANCT, qui va intervenir, le ministère de la Cohésion des territoires, dans l'outre-mer, d'autres intervenants, etc. Pour autant, pour vous, le point d'entrée, c'est bien le préfet de département et le Lego, si je peux dire, la combinaison, le mécano entre ces différents financeurs, ce n'est pas à vous de le faire, mais c'est bien cette ingénierie financière qui sera faite par les services et les partenaires. Derrière, en revanche, ce que ça implique, il va y avoir des sujets dans certains cas, et là, c'est les discussions locales de mutualisation entre certaines petites villes de demain qui peuvent faire sens, sur lesquelles je crois que vous avez déjà pas mal échangé avec nos collègues. Il y a plusieurs sujets également par rapport à ça. Il y avait la question où est la fiche de poste. Les collègues, là aussi, les ont. On a fait une trame de projet de fiche de poste. L'idée jeudi, c'est de vous donner à voir avec des témoignages qu'est-ce qu'il y a derrière. Je vois certains chefs de projet déjà en poste sur des lauréats de la Miss Centrebourg, donc qui connaissent très bien ce sujet-là. D'autres sont peut-être un peu moins familiers. Donc l'idée, c'était aussi de vous donner à voir et à échanger avec des retours d'expérience des plus directement concernés, élus et services, pour que vous puissiez être force de proposition dans l'adaptation de cette fiche de poste-là. Donc voilà, il y a une grande ligne qui a été diffusée au service et puis de l'État au niveau départemental, donc n'hésitez pas à les solliciter. Ensuite, il y avait des questions sur… ah oui, donc l'idée, c'est bien, comme le disait Franck Chéniaud, que le chef de projet soit dédié à sa mission, d'où l'idée d'aller chercher des mutualisations entre petites villes de demain dans certains cas où voilà, il peut y avoir une question de volume d'activité aussi selon la taille des collectivités concernées. Donc, on n'est pas parti pour autoriser du 50% chef de projet et 50% autre chose. La personne employée doit être dédiée à cette mission-là. Et ensuite, il y avait plusieurs questions sur d'autres sujets que les chefs de projet. Donc, peut-être pour les collègues, donc pour la Banque des territoires, Franck, il y a M. Le Faucheur qui demande si pour les études à bonne commande, un bailleur social pourrait en bénéficier pour la réhabilitation d'un bâtiment, analyse bâtimentaire et architecturale. Si tu as la réponse, vas-y, et sinon on y répondra par écrit ensuite. Il y avait également plusieurs questions sur les sessions de formation CEREMA. Alors, je précise, il y aura d'autres offres de formation dans le cadre du Pilier Club. Le CEREMA, c'est vraiment l'offre spécifique Petite Ville de demain, mais il y a pas mal d'autres choses. Donc, du coup, que ça soit sur les contacts, etc., ce que je vous propose, ce n'est pas forcément d'y passer trop de temps en webinaire et on vous le diffusera par écrit avec les bonnes coordonnées des personnes à contacter. C'est sûrement le plus utile. Et après, donc bien vu toutes les questions chef de projet, mais là encore, je vous propose on va précieusement garder toutes vos questions et essayer d'y répondre à la fois par écrit et puis lors de la session dédiée jeudi où on aura vraiment 1 heure sur le sujet. Peut-être Franck sur la question de l'éligibilité dans le cadre des études à bon de commande d'un bailleur social. Alors, j'y répondrai pas comme ça, ou en tout cas, je me permettrai de reposer la question autrement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on intervient vraiment en appui de la maîtrise d'ouvrage des collectivités locales désignées petites villes de demain. Donc, nous, notre point d'entrée, ça va être, est-ce que la collectivité sollicite cette intervention? Voilà. Ensuite, si il est indispensable pour la construction du projet de la collectivité qu'elle ait un avis sur un bâtiment qui ne lui appartient pas, à qui qu'il soit, à qui que ce soit, bailleur social ou autre d'ailleurs, pourquoi pas? Mais nous, notre point d'entrée, ce sera à répondre aux besoins d'ingénierie de la collectivité Petite Ville de demain. Merci Franck. Et du coup, peut-être si ça ne vous frustre pas trop, en tout cas, on y reviendra, mais on aura bien sûr l'occasion de reproduire peut-être sur des sujets plus ciblés qui vous intéresseraient particulièrement. Peut-être pour conclure cette partie-là, pour répondre à Monsieur le maire de Thiron-Gardet, le chef de projet est bien recruté par la commune bénéficiaire.
ou s'il y a un souhait de là où les communes concernées, de confier le portage de ce poste à l'EPCI ou à une autre maîtrise d'ouvrage du type un PETR. On a eu quelques questions dans ce type-là, c'est possible. C'est vraiment à vous de décider où est-ce que ce poste doit être positionné. Et bien entendu, c'est la maîtrise d'ouvrage qui assure le recrutement. C'est pas, voilà. Et puis après, bon, sur les questions, les aides possibles pour le recrutement et à quelle échéance, je vous propose qu'on l'évoque de manière plus approfondie jeudi. J'espère que vous pourrez être là. Et puis sinon, on pourra échanger en marge de cet échange, bien entendu. Du coup, ce qu'on voulait vous proposer, c'était de passer au point sur les mesures thématiques pour profiter de la présence des différents collègues des ministères concernés. Alors, cette offre thématique, comme vous avez vu dans la documentation du programme, elle touche à de nombreux leviers et comme je l'évoquais, ça a vocation à s'enrichir. Donc, on a fait un choix discrétionnaire pour aujourd'hui de vous en présenter un tout petit échantillon sur des sujets qui nous semblaient particulièrement emblématiques et d'intérêt pour vous. Donc, on espère que ça va vous intéresser. Et bien entendu, l'idée, c'est là aussi, en fonction des retours que vous nous ferez et des actualités, on fera des temps de présentation approfondis début d'année 2021 sur les thématiques que vous souhaiterez voir abordées. Du coup, on va passer aux mesures thématiques. Ah, pardon, je ne vois plus, super. Et on commence peut-être avec la diapo d'après. Je vais passer tout de suite la parole au ministère de la Culture, si les collègues sont bien là. Oui, oui. C'est Laurence. Martin. Oui. Bonjour, Laurence Martin pour le ministère de la Culture. Donc, tout d'abord, je voulais rappeler bien sûr que les DRAC, les Directions Générales des Affaires Culturelles et les DAC de vos territoires en tant que service déconcentré du ministère de la Culture. Excusez-moi, on n'entend pas très bien. Peut-être parler un tout petit peu plus proche du micro. Ou... Oui. Est-ce que là, on m'entend mieux? Oui, merci. Oui. Donc, voilà, je voulais commencer par rappeler brièvement que les DRAC et les DAC de vos territoires sont bien sûr là pour accompagner les projets culturels et patrimoniaux des collectivités territoriales. Elles le font dans les différents domaines qui relèvent du ministère de la Culture, l'architecture, le patrimoine, la création, les industries culturelles et la démocratisation culturelle. Elles le font en mettant à votre disposition une expertise sectorielle avec les conseillers sectoriels dans ces différents domaines. Elles le font également en mettant à votre disposition une expertise territoriale. Il y a aujourd'hui dans les DRAC et les DAC des conseillers actions culturelles et territoriales qui sont à la maille départementale. Et puis, bien sûr, elles le font en mettant à disposition des aides dans les différents secteurs, des dispositifs et des contractualisations comme Ville et Pays d'Art et Histoire, les contrats territoire lecture, les contrats locaux d'éducation artistique et les conventions pluriannuelles d'objectifs avec les structures de création. Voilà, donc après ce petit rappel, donc, je vais faire un focus sur l'offre de services des microfolies, qui est donc une offre de services dans le cadre du catalogue. Donc peut-être un petit rappel sur ce que sont les microfolies. Donc les microfolies, ce sont donc des musées numériques qui offrent les collections de 12 établissements culturels nationaux, le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique, le Festival d'Avignon, l'Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso, le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, l'Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux et le Grand Palais. Donc effectivement, des collections très riches et prestigieuses. Ce musée numérique, il peut être complété par différents modules, un Fab Lab, un espace de réalité virtuelle, une scène pour le spectacle vivant, une bibliothèque ludothèque ou encore un espace de convivialité. Donc, on est vraiment dans la logique du tiers-lieu culturel. La microfolie, elle peut s'intégrer dans une structure déjà existante, comme une médiathèque, un centre culturel, un lieu patrimonial, un centre commercial, et elle peut bien sûr également être intégrée à un programme neuf.
Autre chose importante, une microfolie, ça peut être une microfolie itinérante et partagée entre plusieurs collectivités. Donc ça, c'est un élément important pour le monde rural. Et une microfolie peut être préfigurée grâce à la mise à disposition d'un kit numérique mobile. Donc, si vous souhaitez implanter une microfolie sur votre territoire, vous pouvez disposer d'un accompagnement global par la DRAC ou la DAC de votre territoire, mais également d'un accompagnement technique sur votre projet, donc en termes de calibrage et de faisabilité par l'établissement public La Villette, qui est concepteur et coordinateur du dispositif pour le ministère de la Culture. Vous pouvez bénéficier d'une aide à l'investissement de DETR et DECIL par la préfecture, et vous pouvez bénéficier de formations pour les médiateurs, ainsi que de la participation au réseau national des microfolies. Voilà, donc pour retrouver toutes ces informations, on vous a mis le lien donc, vers évidemment les DRAC en région et vers le site des microfolies. Et donc je passe la parole à ma collègue du service des patrimoines, Julia Garnier-Legrand. Merci Laurence. Donc, comme elle a déjà précisé, donc, nos directions régionales des affaires culturelles et aussi plus particulièrement donc, au niveau départemental, en lien étroit avec le préfet de département. Donc, ce sont les unités départementales d'architecture et du patrimoine, avec en leur sein donc, les architectes des bâtiments de France, qui sont donc vos interlocuteurs pour des projets qui sont cohérents entre le respect du patrimoine et un aménagement du territoire qui est durable et de qualité. Et donc, ils sont en quelque sorte aussi un appui en ingénierie sur tous vos projets que vous puissiez avoir en espace protégé, donc notamment dans les centres anciens et en fait autour des monuments historiques et dans les centralités qui sont couverts effectivement par des dispositifs patrimoniaux. Donc, nos services, ils assurent très souvent donc, un conseil d'expertise auprès des collectivités donc, en présentiel. Sinon, vous pouvez les solliciter à n'importe quel moment pour avoir donc, des conseils en matière de patrimoine, d'architecture, d'urbanisme et paysage dès la phase amont de projet. Donc, toujours en fait en espace protégé. Donc, je m'explique. Donc, le service, il vous accompagne aussi par la mise en œuvre des projets d'outils de gestion patrimoniale. Donc, notamment le dispositif des sites patrimoniaux remarquables qui peuvent, en fonction de votre collectivité, être donc dotés de différents types de règlements, soit d'un plan de sauvegarde de mise en valeur ou d'un plan de valorisation d'architecture du patrimoine. Et donc, ces outils permettent d'avoir une vision et une gestion à long terme d'un centre-ville patrimonial et ils sont abordés les thématiques transversales, telles que par exemple la question des logements vacants, les nouveaux usages du patrimoine bâti, la réimplantation du commerce, la mobilité, mais aussi en fait un diagnostic des édifices anciens, donc dans la typologie archéologique du bâti, pour comprendre effectivement, comme a dit la Banque de territoire, l'état de vétusté des édifices au fur et à mesure. Et donc, ces dispositifs, ils s'intègrent dans tous les documents de planification tels que les PLUI ou dans les SCOT. Ils font partie donc d'une réflexion d'un projet de territoire au sens large. Et par ailleurs, donc, un classement au titre des sites patrimoniaux remarquables ouvre aussi donc un droit à une réduction fiscale au titre de la loi Malraux. Nos services, ils sont aussi à votre disposition, effectivement, donc pour un aménagement qualitatif et durable, où il y a le paysage, l'urbanisme et l'architecture entretiennent donc un dialogue raisonné entre des dynamiques de projets contemporains et la prise en compte du patrimoine. Ils peuvent donc travailler aussi avec vous sur des expérimentations et des architectures et des techniques innovantes. Donc, après, comme il y a un séminaire qui est dédié donc, au mois de janvier, normalement, aux services précis, donc je vais rester bref sur ces sujets-là, mais en tout cas, nos services sont à votre disposition pour toutes ces questions-là. Merci beaucoup à toutes les deux. Effectivement, sur le sujet culture, architecture, patrimoine, il y a encore beaucoup d'autres dispositifs et leviers que vous pouvez actionner. On va essayer dans les prochaines semaines de vous en faire une synthèse, puisque c'est un levier très important en termes de qualité de vie et de valorisation du territoire et d'attractivité.
également de dynamisme économique en termes de commandes publiques. Donc voilà, à tout niveau, ça fait partie des leviers très forts qu'on souhaite en tout cas vous offrir au service de vos projets. Peut-être maintenant, on peut passer au focus sur le fonds Friche, où il y a une actualité toute récente. Donc j'imagine que c'est Charline Nenning qui, j'espère, est là, puisque je ne la vois pas. Je suis là, Juliette. Super. Vous m'entendez bien? Charline. Très bien. Bonjour. Oui, donc pour le ministère en charge de la transition écologique, donc parmi les mesures proposées dans le catalogue qui sont en faveur du dynamisme des petites villes, figure donc le fonds Friche. Donc inscrit au plan de relance, ce fonds est doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros qui sont répartis en 40 millions consacrés à la reconversion des friches polluées issues d'anciens sites industriels ou de sites miniers, 1 million pour le développement d'outils de connaissance du foncier par le CEREMA et 259 millions d'euros pour le recyclage foncier. Et donc, cette enveloppe, elle vise à promouvoir des projets d'aménagement urbain, de revitalisation des centres-villes, donc ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, de périphérie urbaine et des projets de requalification à vocation productive. Donc, sur les friches polluées, l'ADEME a déjà lancé un appel à projet national le 6 novembre dernier, qui vise à soutenir des travaux de dépollution et des études. Donc pour l'édition 2021, les dossiers sont attendus pour le 25 février. Pour ce qui est du recyclage foncier, donc hors friche polluée, le cadrage national donc de la Direction générale du logement, de l'aménagement et de la nature est paru fin novembre et est disponible sur le site du ministère. Vous avez le lien sur le diaporama. Donc ce cadrage national, il prévoit une mise en œuvre entièrement territorialisée en lien avec les préfets de région. Donc les préfets de région vont lancer très rapidement des appels à projets régionaux pour sélectionner des projets de transformation de friches prêts à être engagés et dont le bilan d'aménagement est déficitaire. Donc les services instructeurs seront accompagnés également par le CEREMA. Donc pour être un peu plus précise, qu'est-ce qu'on entend par friche? Et là, ça vous parlera par rapport aux situations que vous connaissez dans vos communes. Donc, par friche, on entend tout terrain nu, déjà artificialisé, qui a perdu son usage ou son affectation. Mais on englobe aussi, en tout cas pour le fonds friche, un îlot bâti qui aurait une importante vacance ou un îlot à requalifier. Qu'est-ce que permettra de financer cette enveloppe sur le recyclage? Des études, des acquisitions foncières, des travaux de démolition, de dépollution, d'aménagement qui permettront de combler tout ou partie du déficit financier. Donc, l'ensemble de ce dispositif du fonds Friche est un des leviers du gouvernement pour appuyer les acteurs qui sont motivés par un aménagement durable et sobre en foncier, donc cette notion de zéro artificialisation nette, et donc notamment dans les territoires détendus et dans les territoires des petites villes de demain. Voilà pour le fonds Friche. Merci beaucoup, Charline. Donc Charline Nenning du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, des deux ministères de tutelle. Ce qu'on vous propose, ce qu'on convenait en aparté avec Franck Chéniaud, pour laisser un petit temps d'échange, puisqu'il y avait plusieurs questions qui me semblaient utiles d'aborder, sur les mesures de soutien au commerce qui sont disponibles dès à présent pour les petites villes de demain sélectionnées. On va y consacrer 1 heure cet après-midi. Du coup, sauf s'il y a une frustration terrible chez certains d'entre vous, on va faire l'impasse pour ce matin sur le sujet et plutôt se concentrer sur les questions que vous avez soulevées par rapport aux interventions. Donc, l'action des petites cités de caractère, oui, tout à fait. C'est bien un partenaire très actif du programme, ainsi que Cité Remarquable d'ailleurs. Ça fait partie, il y a également la Fondation du patrimoine qui a une convention avec le ministère de la Cohésion des territoires et des actions dédiées au programme. Du coup, mais j'ai l'impression que ça vous intéresse. Donc, on va sûrement monter donc un temps de présentation de l'offre de services dédiée aux questions patrimoine et culture en janvier. On va organiser ça, qui permettra d'avoir un panorama dédié au sujet, mais qui mérite un panorama à lui tout seul. Donc, on va organiser cela. Ensuite, il y avait des questions auxquelles je ne saurais pas répondre, donc je vais passer la parole aux intervenants.
Donc, est-il prévu une coordination entre services du patrimoine et de l'habitat qui peuvent parfois avoir des réponses opposées et les difficultés d'injonction parfois paradoxales entre différents services et de fait finalement de se retrouver à démolir puisqu'il n'y a pas de financement côté patrimonial et il y a des financements de l'ANA. Donc, comment conjuguer des injonctions voilà, parfois un peu contradictoires. Je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question-là. Oui, donc du coup, pour le service du patrimoine du ministère de la Culture, c'est pour ça qu'il est vraiment primordial de travailler ensemble, conjointement, dès la phase amont du projet. Donc, par exemple, les architectes du bâtiment de France en poste, très souvent, ils travaillent ensemble avec l'ANA pour faire le diagnostic sur toute la ville. Et à partir de là, très souvent, on trouve effectivement un consensus. On peut dire l'édifice, il n'a pas besoin d'être démoli parce que dans un ensemble, finalement, il faut rentrer dans les calculs, les frais de démolition, l'émission des déchets et tout ça pour arriver à un projet dans la globalité. Très souvent, le patrimoine, il peut être restructuré. C'est juste une question effectivement d'approche et puis de gestion des deux. Donc, si on arrive effectivement à travailler ensemble dès le départ, je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc, je peux en témoigner moi-même, ayant été sur le terrain avant. Ce qui est difficile, si vous voulez, c'est quand on y arrive à la fin. On doit juste émettre un avis défavorable. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a une problématique et tout ça. Mais je pense que la collaboration conjointe en amont, elle est indispensable pour ça. Merci, Julia. Après, il y avait deux questions pour Charline par rapport au fonds Friche. D'une part, quelle articulation entre ce fonds Friche et les fonds des EPF d'État? Est-ce cumulable? Deuxième question, quelle articulation entre le fonds Friche et CNLHI? Non, pardon, le temps que j'appuie sur les boutons. Le lien avec les établissements publics, notamment FUSIer, mais c'est aussi le cas des établissements publics d'aménagement. Donc, ils font partie des établissements qui peuvent être éligibles. Donc, il y a les collectivités, mais ce n'est pas uniquement les collectivités. Vous pouvez avoir les établissements publics, vous pouvez avoir les bailleurs, voire même il y a un dispositif qui permet aussi à des investisseurs privés, le cas échéant, de candidater. Donc, les EPF peuvent aussi bénéficier du fonds Friche. Sur le lien avec le Conseil national sur l'habitat indigne, en fait, donc le cadrage national a été travaillé avec différents partenaires et maintenant est à la main des préfets de région. Et donc, le préfet de région définira la composition du comité de sélection régionale. Maintenant, on est passé à un niveau région. Donc, il n'y aura pas de critères de sélection liés à l'habitat indigne, mais par contre, dans les comités de sélection régionaux, il est certain que les experts ou les représentants en termes d'habitat seront également représentés. Merci Charline. Alors peut-être deux petits points. Donc il y avait plusieurs demandes de nom d'interlocuteurs pour les différents partenaires. Donc on a bien noté, que ce soit CEREMA ou Banque des Territoires, on va organiser ça avec les intervenants. Dernière question, et puis je passerai ensuite au dernier point pour essayer de tenir à peu près l'agenda qu'on s'était fixé. Quelle articulation ABF et Architecte Conseil d'État dans le programme Petite Ville de demain? Il me semble que ça rejoint aussi l'interpellation un peu plus tôt sur les injonctions parfois paradoxales à laquelle Julia répondait. C'est l'intérêt aussi du programme Petite Ville de demain, c'est de mettre autour de la table les différents interlocuteurs, que ce soit au niveau national ou local, pour anticiper, pour mettre en réseau. Il y a une mobilisation très claire des partenaires, et notamment ABF et ACE. Et justement, c'est l'idée du programme d'avoir tout le monde autour de la table et de trouver les meilleurs leviers et de créer plus de liens là où parfois, en tout cas d'anticiper tous les choses trappes ou les petites difficultés parfois d'articulation et d'anticiper cela comme le disait Julia un peu plus tôt. Alors, juste la dernière question et puis après je passe au club. Nous avons en cours des études faites par un architecte du patrimoine. Est-il urgent d'attendre les actions de PVD avant d'aller plus loin? Non. Avancer, c'est très très bien. On sait bien sur le millier de petites villes de demain, on va avoir des
des niveaux, des phases très variées en termes de mise en œuvre, que ce soit en termes de définition d'un projet de territoire, de sa mise en œuvre sur des actions. Et il n'y a pas de difficulté. Au plus vous avancez, au mieux c'est. Et nous, l'idée ensuite, c'est par rapport à ce que vous avez déjà engagé, comment on peut vous aider à aller plus loin. Voilà. Mais donc, surtout, ne mettez pas en suspens vos actions, au contraire. Du coup, peut-être pour finir ce webinaire, bien vu la réaction sur les ACE, sur le club. Du coup, bon, malheureusement, l'association des petites villes, il y a eu un petit souci personnel pour l'intervenant qui était prévu et il vous prie de s'excuser de son absence. Donc, le club Petite Ville de demain, c'est un pilier à part entière du programme. L'idée, c'est de constituer une communauté d'élus et de leurs services pour favoriser les échanges de bonnes pratiques, des réflexions croisées, des retours d'expérience, de tout ce qu'on a vu sur les différents programmes déjà en place, notamment Action Cœur de Ville ou d'autres fonctionnements en réseau. C'est un levier important. Enfin, en tout cas, on va essayer de le mettre en œuvre. Donc là aussi, on est parti en définissant a priori une offre pour le premier semestre 2021 et on va avoir vraiment besoin de vos retours, en particulier au moment du lancement du club, pour ajuster. L'objectif, c'est que ça soit un fonctionnement et des outils qui vous soient utiles. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous dire s'il y a des choses qui conviennent, des choses qui conviennent moins ou des attentes non satisfaites. C'est vraiment votre programme et votre outil. Et en particulier sur le club, on est très libre d'imaginer des choses qui vous sembleraient opportunes. Donc, je ne vais pas vous balayer toute la programmation de tout ce qu'on a prévu au premier semestre, même si je le ferai avec plaisir, mais comme ça, vous aurez la joie de la découverte prochainement. En gros, en tout cas, pour vous dire, on a essayé d'organiser les différents contenus, puisque là aussi, on va mobiliser l'ensemble des partenaires en des formules, en gros, selon le niveau d'investissement à un moment donné que vous avez envie d'avoir sur ces sujets-là. Donc, en gros, vous allez retrouver à chaque fois 4 niveaux d'investissement, une information, donc 5 à 10 minutes via des articles, des petites vidéos, des fiches. Si vous avez 1 à 3 heures à consacrer un niveau de sensibilisation avec des reportages, des rapports, des podcasts, des rencontres, des webinaires pour le moment, puisqu'on est encore très limité en termes de rencontres physiques, ou des ateliers sur certains sujets. Ensuite, les formations. Raphaël Rateau du CEREMA a largement détaillé tout à l'heure sur la partie CEREMA. Comme je l'évoquais, il y a également l'Académie des territoires qui est en train d'être déployée par l'ANCT à destination des élus. On est en lien avec les différents organismes de formation comme le CNFPT, par exemple, pour renforcer et pouvoir vous offrir une offre de formation en fonction des besoins là aussi que vous auriez et de vous faciliter l'accès à certaines formations éventuellement. Et enfin, un 4e niveau d'implication plus grande à réserver aux élus qu'on a appelé le compagnonnage, qu'on mettra en place plutôt mi-2021, le temps que les choses se mettent en place et qu'il n'y ait plus de difficultés de circulation, puis ça va beaucoup reposer sur des rencontres. L'idée, c'est d'avoir des petits groupes d'élus qui ont envie de travailler ensemble sur des problématiques particulières, en organisant notamment des visites de terrain et des échanges privilégiés, voilà, sur des thématiques spécifiques sur lesquelles vous auriez envie de travailler. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu une première ébauche de ce que sera le club, que ces webinaires. En tout cas, les actions structurées du club commenceront en janvier 2021. Donc, on aura l'occasion de vous adresser par mail les différents éléments de programmation et ce qu'on va vous proposer. Et du coup, pour terminer ce webinaire, Héloïse, voilà, vous avez la ministre qui est très, très impliquée sur ce programme, comme vous avez pu le constater, et qui aura l'occasion de s'exprimer en 2021. Et donc, peut-être la diapo d'après. Donc, comment accéder à l'offre de service? Donc là, bon, normalement, vous avez déjà, je pense, déjà ces éléments en tête. Comme on l'évoquait, pour toute question, n'hésitez pas à vous tourner vers le préfet de département, qui est aussi le délégué territorial de l'ANCT. Et ses collaborateurs. L'idée, c'est qu'ils puissent soit ils ont directement les outils à leur main pour vous épauler, soit ils ont le réseau de partenaires qu'ils peuvent activer pour vous aider.
ça ne vous prive pas bien sûr de contacter directement les représentants Banque des Territoires, CEREMA ou autres que vous connaissez bien par ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est de vous faciliter le projet aussi en vous permettant d'avoir une entrée un peu centralisée. Et par ailleurs, donc, il y a différents outils pour vous tenir à jour sur des actualités. Donc, une page dédiée au programme Petite Ville de demain, une page sur LinkedIn sur laquelle il y a 1 à 3 actualités en gros quotidiennes qui sont postées, qui est ouverte depuis ce week-end. Un blog qui reprend le stock des actualités relayées sur LinkedIn, donc c'est le lien Scoopit, et puis une adresse mail institutionnelle qui arrive chez nous, à l'équipe parisienne de la NCT, et donc on y répondra bien sûr avec plaisir. Donc, il me reste à vous remercier très sincèrement d'avoir participé. Je sais que c'est un peu frustrant ces webinaires courts, mais il nous a semblé qu'1 heure, c'était déjà beaucoup pour mobiliser dans votre agenda. Du coup, comme je vous l'ai exprimé, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions, puisqu'on va faire un FAQ sur la base de tout ça qu'on vous diffusera. On se retrouve, pour ceux qui le souhaitent, tout à l'heure pour parler spécifiquement d'offres urgence au commerce, et jeudi, un chef de projet pourquoi faire. Et puis, il me reste à remercier également donc Héloïse Thibault et Chloé Carpentier qui ont assuré toute la logistique à amont et pendant le séminaire. Donc, merci beaucoup à elles et à bientôt. Au revoir.